Moi, j'ai envie de faire une rallonge sur les DevOps et les SRE. Ah ouais. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et le SRE, c'est vraiment un nouveau mot qui est souvent employé à tort et à travers. Par quel bout tu veux prendre le sujet? Je pense qu'il faut le prendre comme ça. D'accord, cool, je visualise. T'as des développeurs et t'as des ops. Les ops, c'est ceux qui font tourner la plateforme. Le terme, il est générique en fait. Il y a des gens dont le boulot, c'est de s'assurer que un outil logiciel qui est en prod reste en prod et soit stable dans le temps, fournisse son boulot. Et tu as des gens qui sont développeurs, leur ambition et leur travail à eux, c'est de faire en sorte que l'outil évolue le plus rapidement possible, puisque c'est ça qui apporte de la compétitivité sur le marché. Donc on a des gens dont l'ambition c'est que ça ne bouge pas, parce que c'est leur responsabilité que ce soit stable, et tu as des gens dont l'ambition est de faire en sorte que ça bouge. Fondamentalement, et quelles que soient les façons dont on va appeler ces gens-là, ça ne peut pas bien se passer. Parce que leurs intérêts sont antagonistes. Après, tu as des façons d'accentuer ça, notamment dans les boîtes, quand financièrement, et c'est un talk que j'ai donné qui s'appelle « Pourquoi les comptables ont fucké l'IT management ». Ouais, tout à fait, avec un gros pigeon. C'est un talk où en fait ce que j'explique, c'est que si dans une organisation, tu sépares le budget de ces gens-là et que tu mets les devs d'un côté et les ops de l'autre, en plus, leurs primes, leurs incentives, leur management, etc., tout fait pour les opposer, et ils vont passer leur vie à s'engueuler. Parce que, si tu veux, ça n'a aucun sens. Donc là, tu te mets l'avocat du DevOps. Le DevOps, c'est quoi? C'est le moment où, en fait, c'est une idée, pour moi, c'est fondamentalement une idée de consultant. Le DevOps, c'est dire, on les met dans les mêmes équipes, on les met dans la même pièce. Et enfin, tu sais, c'est, on va mettre les managers dans la même pièce, ils vont s'entendre. Tu fais du kombawa de consultants, tu vois. Ils vont s'entendre, se comprendre, trouver un langage commun, enfin s'apprécier, reconstruire une équipe. C'est ça l'idée de DevOps. Ce qui n'est pas une mauvaise idée dans l'absolu, c'est-à-dire ils vont accepter leurs différences et bien s'entendre. Donc on le met juste à côté de l'holacratie, quoi. C'est ça. Mais en fait, pour moi, c'est un business de consultant, parce qu'en fait, c'est pas scalable. C'est pas scalable. Tu dois prendre chaque dev et chaque ops du monde et leur faire des bisous, quoi. Nous, on a fait autre chose. On a codé le boulot des ops. Du coup, il n'y a plus d'ops, du coup, il n'y a plus de discussion, du coup, problème de communication résolu. Il y a des gens beaucoup plus... Il y a des gens qui sont on-call. Ouais, il y a des gens qui sont on-call, mais en fait, tu changes le boulot des ops. Que les ops fassent du push button, parce qu'en fait, je dis il n'y a plus d'ops, c'est pas vrai. Je détermine que les gens qui ont des connaissances d'ops, qui sont en fait les gens qui comprennent comment marche la machine, comment marche le réseau, comment marche ça, leur ambition, c'est plus la stabilité, c'est l'improvement de la façon dont sont développées les choses. En fait, tu les intègres dans l'équipe de développement et leur responsabilité, c'est de faire en sorte que la base de données ne soit pas gérée à la Warmat par quelqu'un qui en fait n'a jamais appris SQL et donc ne sait faire que select étoile where. Donc, c'est les personnes qui vont créer les index, qui vont construire la façon dont ça fonctionne, qui vont expliquer les patterns de monitoring. Aujourd'hui, la plupart des gens en monitoring, ils monitorent CPU, RAM, réseau. Mais en fait, si on avait des ops qui avaient le temps d'intégrer les fonctions de dev parce qu'on leur a fourni des outils d'automatisation comme Clever Cloud, je sais, je vends un peu, mais qu'on comprenne ce que je veux dire, ça veut dire que tu peux avoir d'autres métriques. Le nombre de connexions à ton service, le nombre de WebSockets ouverts, le nombre de deals créés si tu fais un CRM, le nombre d'interconnexions, les codes HTTP. Mais plus que ça, tu fais du monitoring du business. C'est-à-dire que, tu vas détecter une régression de code des fois parce que tu vas avoir une stat qui est en train de s'effondrer. En fait, ça veut dire juste que tu as pété la feature. Mais de deux, tu vas pouvoir fournir une pensée sur le business beaucoup plus intéressante et faire de l'outillage. Et c'est pour ça, il faut que l'Ops, qui est en fait quelqu'un qui sait faire de la mise en place du monitoring, qui sait mettre en place ce genre de fonctionnement, et du temps pour faire ça. Or aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, l'Ops, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est surchargé de tickets, parce qu'en fait, le service Ops, c'est des gens, on leur a dit, vous allez faire la même chose que l'an dernier, avec 20% d'applications en plus et 30% de budget en moins.
Dans l'entreprise, c'est des gens qui ont une relation qui est tout à fait chelou parce que c'est des gens, on ne va les voir que quand c'est pété. Sinon, qu'ils aillent mourir. On ne leur donne pas de bonbons quand ça va bien en fait. C'est ça, donc c'est des gens qui sont toujours dans le conflictuel et c'est des gens qui se retrouvent à crouler sous le nom d'app. Ils ont plein d'apps qui sont des vieux trucs, ils savent pas si c'est utilisé ou pas, mais personne ne veut prendre la décision d'arrêter un machin. Ça t'explose tes budgets parce que le maintien en condition opérationnelle de vieux bidules, c'est ce qui coûte. Plus le machin vieillit, plus c'est en train de plomber ton budget et tu sais même pas si les gens s'en servent. Tu découvres que les gens s'en servent le jour où le machin est pété et que toi tu cherches désespérément comment le remettre debout et donc ça crée ce sentiment pourri. Alors que théoriquement, l'Ops, il devrait avoir tout automatisé, par exemple avec Clever Cloud, et avancer. Ce qui s'est passé, c'est que dans le terme DevOps est arrivé tout l'écosystème containerisation, Kubernetes, HashiCorp, Tagada. Oui, mais justement, en fait, je pense que ce que je constate, c'est que souvent, on a pris le terme DevOps comme un changement d'organisation, mais il y a un investissement à payer pour avoir une bonne culture DevOps, c'est d'avoir l'outillage approprié en fait. Ouais, et puis en fait, du coup, c'est des outils qui coûtent une fortune. Ouais, et c'est ça. Et c'est des outils qui te coûtent une fortune, qui prennent un temps, et donc en fait, ça retourne dans un cycle d'Ops où tu vas voir, au lieu d'aller voir l'équipe Ops en leur disant les machines sont pétées, tu fais le cluster Kubernetes, fais de la merde. Parce que X truc, tu vois. Et en fait, t'es pas dans une vraie automatisation. En fait, on a donné plein de nouveaux jeux à la prod. Qui sont des jeux qui ont plus intéressé les gros éditeurs que sont maintenant devenus les GAFA, parce que les GAFA, ils n'ont plus un rôle modèle de on vend des livres et on sait comment faire. Aujourd'hui, on te vend du soft et des serveurs, et donc ils sont plus dans un rôle modèle de TD, mais ils sont vraiment dans un rôle vendor d'éditeur pur. C'est des softs d'une grande complexité qui ont demandé une spécialisation, et donc du coup tes ops en fait passent leur vie à ça, et donc tu retombes sur ce mauvais karma de gens qui n'arrivent pas à se parler. Alors qu'en théorie, un ops, c'est quelqu'un qui comprend comment marche l'OS, pourquoi ça va être lent, qu'est-ce que c'est que la masse, qui est plus que le développeur qui des fois est préoccupé par la feature, capable de dire alors là ta feature elle est sympa coco, par contre en fait 250 requêtes SQL par page, ça va péter. Donc en fait on va travailler ensemble à comment on requête la base, ou on va mettre du cache, ou machin. Donc c'est quelqu'un qui va en fait amener cette valeur là, qui aujourd'hui dans la plupart des boîtes, il n'a pas le temps de l'amener. Parce que il passe son temps à éteindre du feu et voire à ne jeter de l'eau que sur des cendres parce que tout a déjà brûlé, quoi. Donc c'est frustrant, c'est désagréable, et tu vas avoir un modèle où des ops, où on s'est mis à les appeler DevOps parce que c'était plus sexy de les appeler DevOps, mais en fait fondamentalement ils n'ont pas le droit de taper dans le code et ils ne font que du run, donc en fait ils ne sont pas DevOps puisqu'ils ne font pas partie de la partie dev. Donc en fait, ils ne sont plus intégrés, ils sont pas intégrés là-dedans, donc ça n'a rien changé, et ils sont toujours billés dans la partie run, et on n'a pas refusionné les budgets dans la boîte, donc ça n'a aucun sens. Et puis des fois, les DevOps, on décide de les appeler SRE, donc Site Reliability Engineer, et en fait, à la fin, c'est toujours des gens qui font SSH, se connectent à une machine et relancent le service quand il est pété. C'est pas ça, Site Reliability Engineer, au sens de Google. Donc, pour moi, c'est juste un terme qui est en train de passer dans le marché parce qu'on essaye de faire des trucs swag, parce que ce qu'on veut, c'est que les gens qui sont trendy et qui sont compétents à un moment donné, on puisse les attirer par un bon terme. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est changer l'organisation. Et nous, c'est la bataille qu'on mène au quotidien, et c'est ce qu'on propose. Mais je pense que c'est vraiment fondamentalement comme ça qu'il faut réfléchir le truc. On est d'accord du coup sur le fait que les SRE, c'est juste le nouveau nom du run, quoi. Ouais, aujourd'hui, le SRE, c'est du Glorified Ops parce que tu as envie de recruter des gens compétents et qu'aujourd'hui, personne ne se fait... Les gens un peu en vue ne se font plus recruter sous l'étiquette administrateur système. Tu te fais recruter sous le terme SRE, machin. Mais si la boîte n'a pas changé son fonctionnement en interne, au final, tu es un Glorified Ops. Tu sais, c'est comme cette histoire de CHO. Pour moi, c'est un vrai terme comme ça, c'est le Chief Happiness Officer. Ouais, j'ai envie de me frapper le visage. Ouais, alors en fait, l'histoire, c'est que pour moi, CHO en France, c'est né à The Family, où il y a un mec qui s'appelle Harry. Et Harry est Happiness Officer. C'était plus une blague, je pense, entre eux, autre chose comme ça, de l'appeler Chief Happiness Officer. Mais Harry est Harry. Il est irremplaçable, étrange, et il crée de la joie. Mais Harry, c'est un mec qui est ouf. Enfin, c'est un mec, il te voit en train de bosser, t'es comme un ouf. Le mec passe,
et te dit j'ai vu que tu fait concentré, ça avait l'air dur, je t'ai fait un smoothie. Tu vas voir, c'est bon pour ta santé. Il te pose un smoothie et il se casse. Et t'es là, genre, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ou Harry, enfin, Harry. Et donc, il est Chief Happiness Officer. Et ce qui s'est passé, c'est que dans toutes les boîtes qui veulent la jouer à la start-up, on avait déjà un baby-foot. Du coup, on prend la secrétaire qui en fait fait l'accueil à l'entrée qu'on appelait office manager, ce qui était une façon tout à fait glorified de dire qu'en fait elle allait changer les rouleaux de PQ quand il n'y en avait plus, quoi. Et on l'a collé on l'a bombardé de Chief Happiness Officer sans lui donner le moindre budget pour faire du happiness. Parce que le happiness, c'est pas rentable, c'est n'importe quoi. C'est ça, en fait, la vision du truc. C'est qu'en fait, si tu veux, à un moment chez The Family, il y avait 100 balles de fruits et légumes par jour, de fruits, parce qu'il y avait des fruits à bouffer. Et à un moment, je sais que le budget était à 100 balles, quoi. Enfin, vois le budget. Il y a un moment, faire du happiness, ça veut dire faire des fois des choses qui n'ont aucun sens. Et donc, prendre quelqu'un qui est déjà sous pression et dont l'ambition, c'est de répondre au téléphone, faire ça, machin, tout ça, accueillir, gérer les problèmes du bureau, machin, rapporter la bouffe et tout, et en plus être la personne qui, quand tu arrives à 9h02, dit « Mais t'étais où de 9h à 9h02 ?» C'est pas Chief Happiness Officer, c'est un terme qui est dévoyé. Parce qu'en fait, pour avoir un Chief Happiness Officer, il ne faut pas nommer quelqu'un Chief Happiness Officer, il faut changer drastiquement l'organisation de la boîte et dire les bureaux, c'est pas un endroit où les gens viennent travailler, c'est un outil de productivité que l'organisation met à disposition des gens qui travaillent pour et qui leur permet d'être productifs s'ils y sont, et donc tu vas y générer du happiness pour maximiser l'outil qu'est ce bureau, qui est un outil de productivité. Mais tu vois, c'est vraiment ça. Et donc, ça veut dire que tu changes l'organisation du truc. Et pour moi, cette histoire de SRE, DevOps, oui, il y a des endroits, le SRE est vraiment SRE. C'est bien, on a réussi à mettre parce que c'est une modification. On a réussi à casser le sucre sur le dos des CHO en parlant des SRE. Ben ouais, mais pour moi, c'est la même chose. En fait, si tu veux changer le titre de quelqu'un, quand en fait, ce que c'est une révolution dans l'organisation de ta boîte, au final, ça change rien. Ce que tu dis, dans le fond, c'est pas que les CHO, c'est de la merde. Ce que tu dis, c'est glorifier une assistante de direction ou un assistant de direction et glorifier un office manager en CHO sans lui donner les moyens et sans changer la fiche de poste, ça sert à rien. Et sans changer l'organisation de la boîte. Parce que va faire du happiness officer si les gens sont obligés d'être là. Tu génères pas de joie en prison, tu vois ce que je veux dire? Et en plus, c'est comme avoir une cellule d'innovation dans une boîte qui n'innove pas, c'est déresponsabiliser les gens de se prendre en main, tu vois, genre. C'est ça. C'est de désigner responsable. Ah, tu me fais la gueule en boîte, bah, le CHO il bosse pas bien. C'est ça. C'est vraiment plus. Bah, le SRE, c'est et puis, du coup, la boîte n'est pas innovante. Ouais, mais c'est pas grave, c'est le boulot de la cellule d'innovation. La cellule d'innovation, c'est quoi? Bah, c'est un gars. Donc, en fait, le mec est responsable d'innovation. C'est une pyramide tout seul, tu vois. Donc, il n'y a que le sommet, il n'y a rien. Et il est censé bosser en transversal avec les autres. Ce qui fait que, globalement, à chaque fois qu'il demande quelque chose, on lui dit, écoute, mec, nous, on a du travail, tu vois. Donc, on s'en fout, tu vois, de ton poste. Et puis, il n'a pas de budget. Du coup, dès qu'il veut faire bouger un truc, on lui dit, bah, t'as de l'argent, quoi. C'est ça. Et du coup, ça, c'est vraiment le drame. Tu veux faire une cellule d'innovation parce que ta boîte est sclérosée, il n'y a pas de problème. Tu embauches quelqu'un, tu lui donnes les pleins pouvoirs dans son domaine et tu le laisses embaucher plein de gens et après, tu le laisses contaminer le reste de la boîte. Et un des plus gros succès là-dessus, c'est Maïf. Maïf, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. C'était Emmanuel Sorel qui gérait ce dossier-là. Alors, par ailleurs, c'est devenu des clients et vraiment cool. Et en fait, au début, ils étaient planqués. C'est-à-dire qu'ils étaient planqués, ils étaient dans d'autres bureaux. Ils ont créé une culture, ils ont délivré des choses plus rapidement, mieux. Et là, ils ont été réintégrés. Maintenant, ils sont au cœur de tous les bureaux pour que tout le monde puisse venir les voir. En plus, Emmanuel a grandi, machin. Il y a d'autres gens qui ont pris des postes. Donc, pareil, il y a eu de l'aspiration comme ça. C'est des ingés qui sont devenus managers. Tu vois, ce qui est très loin quand même de la pensée profonde, théoriquement, de ce genre de boîte où tu es manager ou tu n'es pas manager, mais tu vois, là, c'est des ingés qui sont devenus managers et qui gèrent de plus en plus de dossiers et ils contaminent dans la boîte. Et en fait, leur budget a toujours été en croissance parce que l'ambition, c'est que ces gens-là génèrent des produits, mais surtout génèrent une culture, intègrent de plus en plus de gens et du coup lavent le cerveau de gens à la nouvelle façon de faire et les renvoient dans les autres parties de la boîte. Et donc, du coup, c'est nécessairement un budget de croissance. Et c'est une transformation. C'est notamment l'endroit, tu vois, c'est vraiment une transformation managériale, mais c'est sincère. Je me suis dit, merde, les SRE, ils étaient où dans l'histoire? Et comment on revient sur les SRE vis-à-vis de ça? Les SRE, ils sont là pour qu'il y ait une meilleure reliability, ce qui veut dire qu'ils doivent avoir un budget
pour améliorer la reliability. C'est surtout qu'un SRE, en théorie, tout est automatisé. Donc lui, il ne fait que regarder des stats. Et en fait, il fait la reliability parce qu'il a parti pris également au dev. Et en fait, si tu veux, c'est quelqu'un dont la vision, et c'est quelqu'un qui, dans le projet de faire du soft qui marche, tu vois, tu as des gens dont le boulot, ça va être qu'il y ait des nouvelles features, tu as des gens dont le boulot va être la performance. Le reliability, il est là pour dire, là, votre machin, en vrai, sa zone de risque, c'est ça, ça et ça. Et là, par exemple, sur tel soft, pour X raison, on doit avoir un SLA de 100%. Donc on ne peut pas être du tout pété. Du coup, on ne peut pas appuyer ça sur tel et tel truc parce qu'on ne peut pas garantir de SLA de 100% sur ces trucs-là. C'est pas celui qui va réparer la prod quand elle est tombée, c'est celui qui est l'avocat du... En last recours, on peut imaginer qu'il y ait du on-call, mais ce n'est pas leur job. C'est pas leur job. Leur job, c'est de travailler la reliability du système, quoi. Mais en toute théorie, un système il est censé être reliable en lui-même. Tu es censé appeler les gens pour vérifier que le machin se remet tout seul debout et que c'est cool. Un système jamais parfait, tu fais des compromis. Un système qui est oui. c'est à 100%, c'est pour ça, ça coûte cher. C'est pour ça que tu appelles les gens, ça pète. Si on avait un budget infini, on pourrait faire des systèmes 100% reliable, mais sauf qu'on a un budget qui est fini et on doit chipper, tu vois. Et donc ouais, et c'est pour ça pour moi il y a des gens qui sont avocats d'avoir des nouvelles features, ce qui est un produit forcément l'androgène et qui va péter la prod, et des gens qui sont avocats d'avoir des systèmes reliable, et c'est plus un rôle dans cette conversation-là. Mais c'est pas des gens qui fixent la prod, quoi. C'est ça. Mais ça c'est le... Enfin, c'est comme l'histoire des évangélistes où à un moment on a essayé de faire croire que les gens du support étaient des évangélistes, tu vois, des tech évangélistes. Enfin, ça n'a aucun sens. Arrêtez de modifier l'intitulé d'un job qui était pourri pour le rendre meilleur. Faut modifier l'organisation. Moi, ce qui me stresse, c'est de voir genre SRE sur la fiche de poste Bac plus 3, BTS à Bac plus 3 et compétences en adressage site d'IP statique. C'est ça. J'ai l'impression que le mec il va aller poser du câble dans le DC et on lui a dit qu'il était SRE, ça me stresse énormément, quoi. Je vois la fiche de poste, je fais il y a un truc qui colle pas là. Dites-le clairement que le mec est admin 6, c'est pas grave, tu vois, genre. Et comme ça, on évitera de prendre des candidatures de gens trop chers qui n'ont pas envie de faire ça. J'ai des clients qui me disent ouais, les candidats ils sont pas assez bien. Ouais, peut-être que l'annonce elle est pas bien aussi. Je veux dire, récemment un client qui nous dit ouais, les candidatures elles étaient pas assez bien. Ouais, peut-être que les salaires sont pas assez bien aussi sur l'annonce. Si vous voulez, je peux vous proposer des nouvelles fourchettes. Bah ouais, j'ai eu que des candidats juniors. Oui, vous avez des fourchettes de rémunération junior sur l'annonce. Et vous n'êtes pas assez excitant pour convaincre un senior de sacrifier ou même de rentrer dans la discussion d'imaginons de comment on pourrait... Il y a des fourchettes en vrai, 30 à 35K, un senior il rentre pas dans la conversation, c'est sûr. Même s'il est capable de faire le sacrifice sur son salaire. Tu vois. En général, il a des gosses, une maison et il va pas descendre son niveau de vie parce qu'il y a d'autres gens qui en dépendent. Parce que moi je suis à peu près célibataire, enfin, j'ai une femme avec qui je vis, mais elle a un niveau de vie qu'à elle. Si je change mon niveau de vie, j'impacte personne. Mais il y a des moments dans ta vie où tu peux plus faire ça parce que tu impactes d'autres gens. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut créer des startups tôt. Parce qu'en fait, prendre des risques une fois que tu as 2 gamins et un crédit, c'est plus compliqué, c'est plus les mêmes risques. C'est un vrai punk, du coup. Voire légèrement irresponsable. Ouais. Quand en vrai tu sors de tes études et que tu es habitué à vivre avec 400 balles par mois et bouffer des pâtes, quand tu es étudiant, j'ai trouvé que c'était plus dur juste après ma diplomation que quand j'étais étudiant. Ouais. Quand j'étais étudiant, tu as une bourse, tu as les APL, en fait la vie est simple. Et quand tu es juste diplômé, tu as un CDI en période d'essai et en fait on ne signe même pas un loyer à ce moment-là. Ouais, c'est très compliqué quoi. Mais ouais, c'est cool. En tout cas, c'était chouette. Moi, je suis content d'avoir passé du temps avec toi. Moi aussi, je suis content d'avoir passé du temps avec toi. Puis c'est marrant parce que l'an dernier, je t'ai interviewé. Cette année, tu m'interviews. Il y a un côté petit milieu quand même. Ça, faut le couper au montage. C'est pas bien de le dire. Non, merci beaucoup, Damien, de ton invitation. C'était cool. Ouais, alors, tu nous as invités, on est venu chez toi. C'est vrai. Donc, c'est chouette. Et moi, je suis content parce qu'on a tapé des vrais sujets. On n'a pas fait trop de vendoring, on est rentré vraiment dans le grand sujet. En fait, le peu de vendoring que j'ai fait, je l'ai fait pour expliquer notre philosophie. Donc après, tu peux adhérer ou pas à notre philosophie, mais au moins tu sais pourquoi on fait les choses. C'est ça. C'est aussi clair que ça. Et puis, il y a plein de questions, donc sur la question est-ce que c'est difficile de recruter des développeurs, moi je ne connais pas la réponse parce que je ne suis pas omniscient, je suis content de recevoir des gens qui ont une opinion sur le sujet.
Je suis content de donner la parole aujourd'hui à quelqu'un qui va dire oui c'est difficile et demain je donnerai peut-être la parole à quelqu'un qui dira le contraire. Non mais c'est moins difficile si tu utilises We Love Dev. Bah bien sûr. Mais moi je suis content, je m'amuse bien. Là c'était cool. Donc si vous n'avez jamais essayé Clever, il faut essayer Clever. Il faut essayer Clever. Et Clever est sur We Love Devs. Vous recrutez où sinon? Vous avez un site carrière? Ouais, on a une page carrière. En fait, on gère plus ou moins les candidatures dans AngelList. Ok. Mais sinon, Maya Jobs at Clever, c'est bien. C'est cool. Mais on est sur We Love Dev et ouais, c'est cool. Ouais. C'est vraiment cool. Et faut nous retrouver sur les réseaux sociaux comme d'hab.